on perd pas trop de temps, non? Yes. Elle nous fait signe quand il va se faire. Bon? C'est bon? C'est l'heure. Hein. C'est parti? Bonjour. On va pouvoir commencer. Bonjour. Et ben c'est parti, il est 14h. On va pouvoir commencer ce petit atelier et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Aujourd'hui, on va être 3 à discuter autour d'un sujet qu'on a intitulé « De la donnée d'hier à l'amélioration de la prise en charge de demain du patient ». Donc pour cela, l'atelier va se dérouler en 3 parties. Donc la première, avec moi, je me présente, Pauline Mespoulet. On va parler de comment FTB facilite l'accès à la donnée. Dans une seconde partie, Caroline Rancati va nous parler du domaine de l'anatomopathologie, qui est une grande richesse en données de vie réelle. Et on a le plaisir d'accueillir Anne Harmon, qui est un ingénieur de chez Ibex et qui nous parlera de comment on lui a cédé de la donnée et il l'a mis au service de l'intelligence artificielle. Je commence par une petite présentation de FTB pour qu'on soit tous sur le même niveau d'information à propos de France Tissu Banque. Donc notre cœur d'activité, c'est la cession de données multimodales, la cession d'échantillons de tissus biologiques. On met à disposition de l'expertise médicale et on permet la sous-traitance technique en anatomocytopathologie. On est fiers de pouvoir parler aujourd'hui d'un grand projet qui est le montage d'un entrepôt de données de santé. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Aujourd'hui, pour le présenter très succinctement, on permet l'appareillage de données multimodales, on pseudonymise ces données, on les rend disponibles dans un espace de travail sécurisé. Si on n'a pas la capacité de travailler dans cet espace sécurisé, on a la possibilité d'anonymiser les données et de les exporter de l'entrepôt. Cette solution a été autorisée par la CNIL le mois dernier et ça fait 2 ans qu'on est sur une preuve de concept. Donc elle est faite et elle est validée. Pour que vous compreniez un peu notre envergure, France Tissu Banque travaille avec des clients à travers le monde, principalement en Europe et aux États-Unis. Et ils sont de nature plutôt industrielle dans la pharmaceutique, aussi dans les medtech. On travaille, Ibex en est la preuve, avec des industries d'intelligence artificielle et avec des CRO. Je laisse la parole à Caroline et on rediscute un peu plus tard de comment FTB facilite l'accès aux données. Bonjour à tous. Donc, bien entendu, à la genèse de tout ça, qu'en est-il? C'est l'anatomocytopathologie. Et moi, ce que je vais essayer de vous démontrer et de vous expliquer un petit peu plus en détail, c'est à quel point l'anatomocytopathologie, à l'heure actuelle, nous permet un accès à une grande richesse en données de vie réelle. Donc pour cela, je vais me présenter juste brièvement, ça ne va pas être très long. Donc je suis Caroline Rancati, je suis Biobog Manager au sein de Medipat depuis désormais 5 ans. Et du coup, bien sûr, qu'est-ce que Medipat? Bien entendu, Medipat, du coup, un laboratoire d'anatomocytopathologie, ça je pense que tout le monde avait suivi. Et à l'heure actuelle, nous sommes un groupe français leader dans le dépistage et dans le diagnostic du cancer. Donc bien entendu, avec une mission de santé publique et un pivot en cancérologie. À l'heure actuelle, Medipat, c'est plus de 250 établissements partenaires. Et ces 250 établissements partenaires nous permettent d'être un des premiers réseaux de centres de pathologie en France. Mais le plus important pour ce petit discours d'aujourd'hui, c'est de savoir que ces 250 partenaires, c'est également un accès à l'heure d'aujourd'hui à plus de 1,5 million de dossiers patients par an. Donc, je vous laisse faire le calcul de l'envergure.
Et ainsi, c'est également plus de 10% des diagnostics de cancer sur le territoire national français. Tout cela, c'est réalisable aussi grâce à notre maillage territorial, comme vous pouvez le voir sur notre petite carte. Donc on a un maillage de 34 centres de pathologie sur le territoire français, 16 plateaux techniques. Bon, bien entendu, plus dans le sud, il faut croire qu'on aime le soleil, mais un petit peu petit à petit en Île-de-France, et ce n'est que le début. Et en ce sens, de par cette activité d'anatomocytopathologie, on s'est rendu compte d'un réel besoin pour la valorisation et l'accès aux données de santé auxquelles nous avions accès grâce au flux diagnostique. Donc nous avons pris la décision en 2018 de créer un service de biobanking. Alors, une biobanque, c'est vraiment un service dédié 100% à la recherche et avec une équipe 100% dédiée pour répondre aux besoins et prérequis et à la mise à disposition, à la valorisation de ces données. Bien entendu, 3 points clés, je pense, pour décrire une biobanque et auxquels nous répondons à 100%. La première, des autorisations réglementaires à jour et validées. Donc nous disposons à ce jour à la fois d'une autorisation pour la collection, la préparation et le stockage d'échantillons biologiques, mais également l'autorisation pour l'export et l'import d'échantillons biologiques. Deuxième petit point, bien entendu, l'importance toujours et encore à nos patients. Donc nos patients sont tous informés individuellement par une technique blockchain qui va nous permettre donc une information individuelle sur la potentielle réutilisation de nos données, de ces échantillons et également de leur permettre de faire valoir leurs droits divers et variés. Troisième et dernier point de grande importance, notre accompagnement par un DPO externalisé qui nous permet de respecter la totalité des bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles et de respect de la vie privée de nos patients. Grâce à tout ça, bien entendu, nous revenons toujours au but de ce speaking, qui est la valorisation et la mise à disposition de nos données. À l'heure actuelle, notre service d'anatomocytopathologie nous permet du coup de disposer de la totalité de ces données et de les valoriser dans le but, a posteriori, de réaliser des recherches et des développements, toujours pour le bénéfice de nos patients. Les données, du coup, sont celles que vous pouvez voir. Donc, on a 3 typologies de données bien distinctes, des données patients, des données encadrant le prélèvement et des données ciblées sur la pathologie. Données patients, minimal dataset, sexe, âge, données de prélèvement, donc les dates de prélèvement, les conditions de stockage et un contrôle qualité effectué sur la totalité de nos échantillons et sur la cohérence des données que l'on peut transmettre pour le bon fonctionnement des structures a posteriori. Dernier petit point, du coup, nos données de pathologie, qui sont clairement notre cœur de métier, avec du diagnostic, classification tumorale, grading, staging, bien entendu variant selon les tumeurs, selon les typologies de prélèvement. Et nous avons également la chance de disposer de résultats d'immuno et de résultats de biologie moléculaire qui nous tiennent à cœur pour le bienfait de la recherche. Et en ce sens, toutes ces données, nous, en tant que laboratoire d'anatomocytopathologie, malheureusement, c'est un petit peu difficile parfois de les valoriser. Et c'est là que France Tissu Banque prend tout son sens et que je rends le micro à Pauline pour la suite. Merci Caroline. Donc France Tissu Banque, on va voir comment aujourd'hui on facilite l'accès à la donnée et c'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, France Tissu Banque, c'est une équipe de biobank managers qui est dédiée à la réception et surtout à la caractérisation des demandes. On se place comme un guichet unique permettant l'accès à des millions de dossiers patients en anatomopathologie et en biologie. Toutes les données qu'on cède sont validées par des médecins et traitées par des data managers. On a une force de frappe, on va dire, assez rapide. On permet un retour de la faisabilité dans les 3 jours. Et on a évidemment un accompagnement personnalisé sur chaque projet. Donc je vais un petit peu plus vous parler de notre entrepôt de données qu'on qualifie de multimodal.
Aujourd'hui, on a la capacité de modéliser des catégories de données, de les structurer, de les rendre interopérables, car les données initiales dans chaque base de données de nos partenaires sont souvent dans des formats incompatibles. Ça, c'est la réalité terrain. Les bases ne communiquent pas entre elles. C'est pas possible. Donc, on va appliquer une pseudonymisation, un algorithme qui va pseudonymiser de manière identique un patient dans toutes les bases de données. Peu importe, à l'instant où on retrouve les critères identifiants du patient, le numéro, l'ID sera le même dans toutes les bases de données. On a mis en place un outil de requêtage simplifié sur un outil full web. Donc ça, c'est facilité d'accès. Et donc, on est en mesure d'appareiller des données d'anatomopathologie à des données de biologie pour un même patient. Et donc, on peut travailler dans un espace de travail sécurisé. Et la CNIL nous a même autorisé, si y a un souhait de ne pas vouloir utiliser cet espace, de pouvoir anonymiser les données et de les exporter, donc de les sortir de l'entrepôt, après une analyse de risque. Pour un peu schématiser tout ça, notre preuve de concept a été validée avec 2 partenaires, donc Medipat, partenaire d'anatomopathologie, et BioEsterel, notre partenaire en biologie. Donc, chez les 2 partenaires, il y a les bases métiers, évidemment. Et donc, on a mis en place une architecture technique. Donc, on a mis en place des bus applicatifs chez nos partenaires et un EDR. Donc, c'est des bases miroirs de la base de données métier, mais pseudonymisées. Et chez Francis Hubank, on a mis également un bus applicatif qui va pouvoir communiquer avec les 2 autres, le portail web, l'entrepôt de données de santé à proprement parler et les espaces de travail. Donc si je vous donne un petit exemple qui, je suis désolée pour les médecins, n'a pas de valeur scientifique ni médicale, mais c'est pour bien comprendre. Si l'équipe de recherche me demande de travailler sur des hommes qui ont moins de 40 ans, qui ont un cancer du pancréas en stade 1, avec une glycémie haute. Le fait que les données soient standardisées et modélisées, le requêteur va être en capacité de savoir dans quelle base aller chercher quelles données. Donc, chez le partenaire Medipat en anatomopathologie, on va chercher des hommes qui ont moins de 40 ans, qui ont un cancer du pancréas en stade 1, et imaginons que dans la base, 300 dossiers sortent. Chez le partenaire de biologie, on va demander, le requêteur va être en capacité d'aller requêter les données des hommes qui ont moins de 40 ans, qui ont une glycémie haute. Et là, par exemple, il y a 12 000 dossiers qui sortent. Ces données vont être acheminées jusqu'à l'entrepôt de données de santé Francis Hubank. Et on va matcher, on va appareiller les données. Et donc, en données de sortie, on trouve des hommes qui ont moins de 40 ans, qui ont un cancer du pancréas en stade 1 avec une glycémie haute. Et là, par exemple, on a 70 dossiers. Et donc, ce dataset, qui est consolidé, structuré, exploitable directement par les chercheurs, va être mis à disposition des chercheurs. Donc, voilà le projet qu'on a mis en place. Et je vais maintenant laisser la parole à Anne Harmon, qui va nous expliquer clairement comment la donnée est mise au service du développement de l'intelligence artificielle avec des exemples concrets. Anne. Hi everybody, good afternoon. First, I want to apologize that this presentation will not be in French, because I don't know French. I can't even read my own presentation title. So I'm going to talk about data and innovation and AI, and actually even the necessity of data for innovation and for AI. I hope this is what is written here. Okay, so first of all, my name is Aner, as I said, and I work in IBEX. So what IBEX is doing,
What we are doing is we actually develop AI algorithms and a platform to help pathologists to analyze slides and biopsies, especially for cancer research and analysis, but not only, as we will see. It's here on the background, but you can see one of our customers here looking at the WSI slide, scanned, and this is on the right what you see. It's colored, I believe it is H&E. And on the left side, you can see kind of overlay in form of a heat map, just like what you see on weather maps, which represents the chances for cancer or for any other issues that we succeed to analyze using AI. So to understand how we are doing it, we'll start in the beginning, and I mentioned before innovation. So what is the relation between data and innovation? So in contrary to what we all think, innovation is usually not someone like Archimedes here sitting in a bathtub and thinking of an idea. It's usually much more complex, and it depends on data. Okay, you need data, a lot of data and good data in order to get to innovation and in order to get to good AI algorithms. And in a minute, we'll understand why and how. So first of all, you need some challenge. Okay, you don't do it for your own interest. So this is a challenge that IBEX wanted to solve. And this is a kind of a dual trend. On one hand, there is more cancer. People are sent for more cancer examinations. And on the other hand, the job of the pathologist is becoming harder, and there are less pathologists. So this issue is very problematic. And we'll see in a minute how we got to this to solve this, again, using AI. So first, I'm talking about AI. I'm sure most of you know what is AI. And 10 years ago, people didn't know what is AI. What do you know? You probably all know ChatGPT, which is like a bot that you ask questions in a natural language, and it gives you answers, and it is as if some person is talking, but actually it's a trained AI algorithm. Some other example of AI that probably people with kids know is DALL-E. DALL-E, by the way, is based on ChatGPT a little bit, but you can write, I want to see an image of, I don't know what, like a flying horse in the desert, and it will create an image. Okay, so what is the relation of this to medical and to cancer research? We'll understand in one more minute. I want to show you like an explanation what is AI at all. So classic algorithms, and you all know that we have computers since the 60s, 60 years. Usually computers ran regular classic algorithms. You tell to the computer what you want to do. Okay, if the color is this kind, if the number is too high, too low, do this. If not, do something else. Some tasks are good for this. Some tasks are too complex. Okay? So in the last, I don't know what, 10 years or so, people are trying to imitate what is happening inside human brain. Okay, inside our brains there are neural networks, and in the computer we are also trying to have a kind of neural networks where we put all the inputs to the neurons, and they automatically, let's say, they are learning. It's running from one neural, from one layer to another layer to another layer to another layer, while distilling the essence of the image or the text that we want to analyze. And after a lot of training, and we'll see it on the next slide, the network learns, and it knows how to do the tasks that it was meant for, either to understand text or to analyze and to find specific features that pathologists are looking for in slides.
There are actually two main kinds of AI algorithms. I start on the right side. On the right side, it is unsupervised learning. You feed the neural network with a lot of data. Here you see 5 animals, but usually it's millions or billions or trillions. For example, ChatGPT is an unsupervised algorithm, and it has all the internet, like petabytes, like millions of gigabytes of data. And in this example, we try to classify this data to find what is similar and what is not similar, without saying to the computer what I'm looking for. It will see that these images share similar features, and it will say, okay, it's the same. And if now and these are different. So if now I will give the computer or the network a new image, it can tell me whether it is like this or not like this. This method is good for some problems. For some problems, it is not good enough. Okay, we don't have trillions of slides of biopsies, and what a pathologist is looking for is not simple, like find me a duck. It is something that pathologists learn for a lot of years. So for this, we are using a supervised algorithm, whereas on the image, we specify more information. Okay, in this example, it's very simple. This is a duck, this is a duck. These are not ducks. Then we are training the algorithm. Okay, eventually we get some model, which is good enough, and it can predict based on an image without supervision, without the annotation, whether this is a duck or not. So we are looking for other kinds of ducks, and these are examples from our annotation, from an annotation tool that we use actually. And as you can see, our algorithm has 2 kinds of data. One of them is slides that I mentioned, okay, that we get from Data Partner at the French Tissue Bank, for example. And the other kind of data that we have are the annotations, and they are made by expert pathologists. And in this example, you can see that they marked like the invasive area and some other phenomena that we want based on some classes that we wanted. And also the same here, okay? They mark areas, and in specified places, they even mark specific cells and classify them by the features that we are looking for. Okay, and this will be the main slide. We'll go shortly. So as I said, the initial phase in the AI is actually identify some challenge. This can come from a partner, from a customer, even from a conference like this. We think that we need to expand or to create a new algorithm. It doesn't require data, okay? After that, we try to analyze the problem, okay? It does require some data. Can be 5 slides, 10 slides, just to understand what is the essence of the problem and to try to come up with an approach for a solution. Okay, what I gave you here is very simple type of network. Sometimes they interrelate, and there are a few phases for an algorithm. This seems like the most important part, which is train a model, and it requires more data. It can be a few tens, a few hundreds of images of biopsies. But actually, this is a fun part, and this is a simple part. Okay? You just train a model, and it can be good enough. Like, it can give you good results in 50% or 80% of the times. Is this something that you would want for like clinical purposes? Of course not. It's not good enough. And this is a tedious part. This is the most data-demanding part, where we understand where the algorithm is not good enough, and we go to French Tissue Bank and we say, okay, we need this example, this type of cancer, this type of phenomena, and we retrain the algorithm. And then we find that there is some problem in the annotation. So we correct the annotation and we train the model again.
And then this can take months. You see like the statistical features, what exactly when the algorithm is overfitting, underfitting, etc. And eventually, usually, we can get to a good model, which is good enough. Okay, always you can improve. Okay. Okay, so where did this got us? Now IBEX have a very diverse data set, over 10 million slides, and the important part is this one. It is enriched with rare and complex cases. So the algorithm can identify those rare and complex cases. We have very deep annotations, 1 million labeled annotations, identifying over 100 different features in different tissues. I spoke about the deep learning models, and as we said, we tailored it only for pathology. I believe this is it. We have customers worldwide, mainly in Europe, a lot in France. We have Medipath also in, I believe, some of the laboratories. But as you can see, also in the Americas, in Asia, in Australia. We have a lot of cooperations with several partners like Philips and Sectra and Leica. And I will finish very, very fast. I will not go into a lot of details, but about the tissues that we support. So first of all, prostate, this was our first tissue. We give, of course, as I said, not only cancer detection, but also Gleason grading and tumor length and perineural invasion. We give like reports that are that can be customized. The same also we have for breast. On breast, by the way, we have also triage and IHC pre-ordering. So even before the pathologist sees the slide, we order more staining. And again, a lot of features that we analyze. For gastric, the same. And if I mentioned the pre-ordering, we also have a collaboration with AstraZeneca that we also analyze HER2, including analyzing and finding and categorizing hundreds of thousands of cells, and classifying them. And this is something that we put a lot of effort in lately. That's it. By the way, today is my birthday. So if you want to come and say happy birthday or ask questions about IBEX, I will be at the France Tissue Bank booth. Thank you. Merci, Anne. Merci beaucoup. Pour conclure cette présentation, on va dire que le cercle vertueux de la recherche est bouclé, puisque les travaux d'IBEX sont utilisés dans la routine des pathologistes de Medipath grâce aux données de France Tissue Bank. Donc on voit bien la boucle est bouclée. Et donc c'est une belle histoire, un beau partenariat qui amène à notre mission principale de faire évoluer et innover la recherche et l'innovation en santé. Donc je crois qu'on est à peu près à l'heure et on a un moment d'échange si vous le souhaitez. On est prêt à accueillir vos questions. Vous avez tout compris? Ne soyez pas timide. Bonjour, c'était très intéressant. J'avais juste une question. Vous avez montré dans un de vos slides que les datas de Medipath et du biologiste aussi. Et après, vous sortez des datas pour une personne associée à des datas biologistes et des datas anatopathologistes. Est-ce que c'est les datas de la même personne? En fait, effectivement, ça va être les datas du même patient. Donc en fait, c'est là où le projet est très intéressant, c'est que peu importe la base de données mère, on va être en capacité de retrouver le même patient grâce à l'algorithme de pseudonymisation qui va
capter les critères identifiants de la personne. Et en fait, à l'instant, il va retrouver le même, va lui attribuer un même ID. Donc en fait, là pour revenir à ce projet, on a eu le feu vert de la CNIL le mois dernier. Donc on entre dans la phase 2 du projet, qui va être le recrutement de partenaires pour enrichir les bases et avoir des bases cliniques, des bases de radio, de l'imagerie, etc. pour en fait essayer d'étoffer au maximum autour d'un même patient, d'avoir un dataset optimum. Juste, vous avez mis combien de temps pour avoir l'autorisation de la CNIL? Quasiment 2 ans. Merci. Mais on y est arrivé. Merci beaucoup. Bonjour, Anne Maheu, Société Use & Share. Vous avez parlé de standardisation des données. Donc j'imagine que vous appuyez sur des référentiels d'interopérabilité. Je voulais savoir lesquels. Alors, je ne suis pas du tout technique. Je n'ai pas cette casquette. Par contre, notre partenaire technique est Innovacom. Okay. Et on est au stand de Francis Bank à 29. Et on peut en discuter plus en détail. Je suis désolée de ne pas avoir la réponse tout de suite. Avec grand plaisir, oui. Parce qu'Innovacom se charge, j'imagine, de la partie syntaxique. Moi, je suis plus sur la sémantique. Donc, je suis intéressée par échanger là-dessus. Merci. Lorsque je regarde la structuration, je pense à un autre gros réservoir de données qui est le NDB. Comment vous vous positionnez par rapport à ce type de base de données? Pour l'instant, alors on était dans la phase de preuve de concept. Donc notre intérêt était de la valider et d'avoir, techniquement que ce soit possible et réglementairement que ce soit autorisé. On est à ce stade-là. Et ensuite, le but... notre but, ça va être de la collaboration. Notre but, c'est d'enrichir d'autres bases. On est ouvert au partenariat public, privé, privé. On est ouvert à tout. Donc, on va peut-être, à l'avenir, enrichir d'autres entrepôts de données. Et c'est en tout cas les idées. Plus une remarque qu'une question. Ça, c'est faisable si les données sont normalisées entre les différents entrepôts. Donc là, on voit pour l'IA, on peut, parce que les images sont très standardisées avec le format DICOM notamment. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de faire tourner une IA qu'on a entraînée à la recherche sur le soin. Mais si je prends d'autres données comme le rythme cardiaque, le glucose, etc., vu qu'il n'y a pas de standardisation de ces données-là, ça va être compliqué d'entraîner une IA et de faire la même chose. En tout cas, tant que ça ne sera pas fait. On va essayer de faire ce qui est faisable, on va dire. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre intérêt. Et puis on est encore une fois au stand A29, on serait heureux d'échanger avec vous. On vous attend.